laboratoire La Roche-Posay de m'offrir cette occasion pour pouvoir aborder un sujet que nous, de par nos spécialités, on y est confrontés régulièrement, mais certainement vous aussi dans votre pratique quotidienne, avec vos patients, vous êtes tout le temps assez souvent confrontés à ces problématiques. Alors, si on peut parler des thérapies ciblées, vous savez tous qu'ils ont révolutionné le devenir de la prise en charge des cancers, qu'elles soient des hémopathies ou des tumeurs solides. Qu'en est-il des effets secondaires cutanés? Certes, elles sont nombreuses et on va voir statistiquement ce que ça sort. Alors, ce que j'aimerais bien j'attire surtout votre attention sur un mot qui est très important, c'est la qualité de vie de nos patients. Si on peut dire, en tant que vous, oncologue, vous avez des patients, le méchant étant le cancer, la victime c'est le malade, et vous, praticiens, vous êtes là pour se débarrasser de ce méchant. Alors seulement, malheureusement, malgré toute cette recherche clinique, tous les médicaments, tous les moyens qu'on propose à nos patients donnent comme résultat immédiat, bien sûr, beaucoup d'effets secondaires. Ces effets secondaires, bien sûr, biologiques, systémiques, par rapport à la qualité de vie et les effets secondaires cutanés, qu'est-ce qu'on peut dire? En plus de toute souffrance, de douleur, d'insomnie, de malaise, les manifestations cutanées, elles sont visibles. Et ce caractère de visibilité complique encore plus la prise en charge des patients. Ça a été prouvé sur pas mal de travaux qui, toujours, quand on évalue le ressenti des patients, prenons le quotidien, chimiothérapie qui pourrait entraîner une chute des cheveux, cette chute des cheveux donne automatiquement une perturbation de l'identité visuelle et donc un retentissement. La chute des cheveux ne fait pas mal, il n'y a pas de douleur, il n'y a rien, il n'y a pas de pus, il n'y a pas d'infection. Mais cette image qui altère et qui retentit de façon négative sur les patients. D'où l'intérêt de savoir, bien sûr, gérer, chercher ces effets secondaires, mais surtout, pouvoir les prévenir, pouvoir minimiser, pouvoir réduire ces effets secondaires. N'oublions pas que ces réactions cutanées, des fois, sont tellement importantes qu'ils vous obligent à réduire les doses de vos moyens thérapeutiques d'attaque de la tumeur, ou alors carrément les arrêter. Alors, à travers notre topo, nous allons revoir, restant cliniciens, le savoir bien poser le diagnostic positif de ces effets secondaires, savoir les gérer et, comme je vous ai dit tout à l'heure, pouvoir les prévenir. Alors, je vous ai déjà parlé de l'impact des réactions cutanées sur la qualité de vie, l'impact émotionnel, l'observance thérapeutique et aussi la peau. On a, nous, un dicton dermatologue qui dit que la peau est le miroir du corps. Et bien, la peau, et vous le savez tous, il y a un témoignage de bonne réponse thérapeutique pour certaines molécules, la présence de tel ou tel effet secondaire cutané. Éruption cutanée.
bon, tout ce qui est au niveau de la peau, ça fait éruption cutanée, mais on va voir qu'il y en a plusieurs. Alors, assez souvent, on dit qu'il s'agit d'un rash maculopapuleux, une éruption cutanée, comme ça. Et on va voir une multitude d'effets secondaires avec des spécificités cliniques, sémiologiques, qui permettent de différencier telle ou telle prise en charge thérapeutique ou tel moyen préventif. Il y a une étude qui est, bon, vous avez l'adresse, ils ont comparé des dossiers cliniques de patients vus par des internistes qui qualifient l'effet secondaire. Alors, tous ces rash, ces dossiers ont été repris, enfin ces patients ont été repris, et vous voyez l'immense diversité des pathologies, allant de la pathologie infectieuse, des problèmes d'herpès, d'intertrigo, de problèmes pigmentaires, maladies inflammatoires telles que le psoriasis par exemple. Et donc, le mot rash, c'est, on va dire, c'est un grand sac où on peut mettre toutes les manifestations dermatoses, ce qu'il faut éviter, et vous allez voir pourquoi. Et là encore, dans le même sens d'idée, une présentation qui a été récemment faite lors de l'American Academy en mars de cette année. C'était un travail réalisé, donc une étude qui a repris 130 consultations de dermatologie et ils ont retenu que 113 dossiers à analyser. Et pour chaque patient, ils ont repris les données démographiques, le type de cancer, les types d'effets secondaires cutanés et la raison pour laquelle le traitement a été soit réduit, soit arrêté. Et déjà sur le plan de diagnostic, il y a une discordance de l'ordre, une concordance de l'ordre de 26%, donc il n'y a que 26% de diagnostics qui concordaient entre oncologues et dermatologues. 10 patients pour lesquels le médecin référent a recommandé une thérapie, donc il a indiqué le traitement et le dermatologue ne l'a pas autorisé. Donc sur les 10, il y a seulement un, soit alors donc 10%, qui recommandait la mise en route d'un traitement. Et 15 patients présentaient des manifestations dermatologiques liées au traitement anticancéreux, c'est-à-dire le médecin référent dit que c'est des manifestations ou des effets secondaires au traitement anticancéreux, et seulement versus 27, soit 34% pour le dermatologue. Donc il y a quand même une gêne. En conclusion, il y a une discordance entre médecin référent et dermatologue. D'où l'importance. Tout ça va montrer l'intérêt d'une collaboration entre dermatologue et oncologue pour bien gérer, d'abord attribuer l'effet secondaire cutané et induire la thérapie anticancéreuse. Alors, on va un petit peu parler, moi j'aime bien que ça soit un peu plus interactif. L'incidence, qu'est-ce que vous en pensez? Pour les effets secondaires des thérapies ciblées, quelle est l'incidence la plus élevée? Est-ce que c'est le poumon? Est-ce que c'est la thyroïde? Est-ce que c'est la peau? Ou alors le côlon? Allez, on se réveille. La peau. Merci. C'est pas juste pour me faire plaisir. D'accord? Effectivement, la peau étant l'organe le plus visé par ces effets secondaires. Et ça ne sort pas d'une appréhension, c'est aussi basé sur des arguments de base scientifique, dans le sens que les cibles de ces thérapies se trouvent aussi
sur les cellules normales cutanées. Donc c'est normal que la molécule va interagir aussi avec les cellules de la peau. Cette interaction va automatiquement induire des anomalies parce que la peau ne va plus fonctionner comme elle était avant de démarrer ces traitements. Deuxième argument, c'est que il y a, en instaurant ces thérapies ciblées, il y a une altération du microbiome cutané. Le microbiome, vous savez, il est maintenant au centre de la recherche, nous, dermatos, mais dans d'autres organes. Cette altération du microbiome cutané qui normalement régule l'immunité innée épidermique et qui est responsable direct de la réaction inflammatoire immédiate. Donc, ça explique pourquoi la peau est au premier plan. Alors, plusieurs molécules, plusieurs thérapies ciblées qui vont agir au niveau de la peau. Ils vont attaquer la barrière cutanée, qui est la barrière externe qui protège notre organisme. Elle va altérer la fonction immunitaire et aussi la fonction antiradicalaire, qui est une fonction très importante aussi pour l'organisme. Parlons de prévention. Nous avons dit que si on arrive à réduire ces effets secondaires, ou alors les supprimer, ça va nous permettre, vous permettre à continuer votre traitement. Le patient sera heureux, il peut accompagner, enfin l'accompagnement sera beaucoup plus facile pour lui et pour vous. Alors, est-ce que les dermocosmétiques ont un rôle? Le rôle des cosmétiques, par définition, étant d'apporter un agent externe qui c'est un support pour maintenir cette barrière cutanée. Donc, la barrière cutanée, elle doit rester, elle doit être et elle doit rester intègre. L'hydratation cutanée des peaux. Je vous donne un exemple. Quand le patient a une peau sèche, ou la sécheresse cutanée, c'est le plus fréquent des situations qu'on trouve. Cette peau qui est sèche initialement va permettre de si on l'hydrate, ça veut dire si on restaure cette barrière, le patient ne va pas se gratter. Parce que quand il développe un prurite, on va voir les effets secondaires. Pratiquement tous les médicaments donnent un prurite. Quand il développe un prurite, ça veut dire que la barrière cutanée est altérée. Si on répare cette barrière cutanée, le prurite ne se fait pas ou va se faire moindre. Par contre, si on laisse, le patient va gratter et le fait de gratter va exposer aux surinfections et donc le patient, vous allez oublier son traitement et vous allez attaquer les complications, les surinfections à staphylocoque ou à autres germes. Donc ça va c'est comme les bâtons dans les roues, mais on peut les éviter. Parlons aussi de l'hygiène corporelle. Le bain, on entend parler du bain, oui, bien sûr, mais est-ce qu'on peut utiliser tous les produits? Et même nous, notre particularité marocaine, le rituel de bain a d'autres, prenons l'exemple du gommage, qui aggrave la sécheresse, qui va altérer la barrière cutanée et donc vous allez avoir des complications beaucoup plus faciles que quelqu'un qui n'utilise pas, par exemple, ces techniques de gommage. Plus ce qu'on utilise comme produit. Donc tout ça, ça fait des petits détails, mais le cumul de plusieurs petits détails peut aboutir à des conséquences un peu importantes. Alors si on peut les éviter facilement, pas cher, pourquoi pas? Alors, quel est le type d'éruption que vous voyez chez ce patient? Alors, c'est de l'érythème, des squames, c'est des papulopustules, c'est des vésiculubules, fissures, croûtes ou ulcérations.
Allez-y rapidement. Effectivement, j'ai entendu parler de papulopustule. Eh bien, très bien. Papulopustule. Et là, je vais attaquer un des effets secondaires des thérapies ciblées, c'est l'éruption papillopustuleuse. Alors, plusieurs molécules sont responsables de cette éruption que vous allez trouver, et parmi vous, les gens la connaissent sous le nom de lésion acnéiforme. Je ne sais pas si vous la connaissez comme ça, mais moi j'évite d'utiliser ce terme parce qu'il va à l'encontre du traitement que vous allez proposer à vos patients. Donc je préfère que vous gardiez papillopustule, parce que qui dit acné, j'ai besoin d'assécher le malade. Donc je donne des produits anti-acnéiques qui vont aggraver notre patient. D'accord? Donc c'est l'intérêt, je préfère garder l'éruption papillopustuleuse. Alors généralement ça commence au cours après 1 à 2 semaines du début du traitement, pic à 1 mois, et vous regardez, ça touche les zones séboriques, ça veut dire les sillons nasogéniens, ça touche le cuir chevelu. Et cette topographie, elle est loin de la topographie de l'acné. L'acné ne siège pas au niveau des cheveux. On n'a pas d'acné sur le cuir chevelu. D'accord? Et ça s'accompagne par des signes tels que l'envie de se gratter, les prurites, la douleur, les brûlures. Et regardez, il y a un facteur favorisant et aggravant l'apparition de cette manifestation. C'est le soleil. Donc déjà, ici, si mon malade se protège du soleil, je vais réduire le risque d'apparition de cette infection. Et ce sont des pustules qui sont stériles. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter pour dire que si on fait le prélèvement, ça va être stérile, même si ce sont des pustules. Donc, pas d'antibiothérapie anti-staphylococcique. Mais nous allons voir que malheureusement, cette éruption peut se compliquer. Et tout dépend de l'intensité. Il y a des grades. Bon, généralement, soit c'est localisé, soit c'est diffuse. Alors, il y a le grade 1, moins de 10% de la surface corporelle, le grade 2, 10 à 30, le grade 3, plus de 30, avec la possibilité de surinfection. Et le grade 4, c'est une surinfection très étendue. Et là, dans le grade 4, il y a le pronostic vital qui est en jeu, et puis le grade 5, c'est le décès. Alors, ces différents grades, on a besoin de les gérer. Mais avant, il faut dépister les complications. Je vous ai dit, il y a le problème des surinfections. Et notamment, pourquoi ce problème est très fréquent? Parce que cette localisation au niveau du visage et surtout à proximité des gîtes microbiens qui existent naturellement. Les gîtes narinaires, c'est comme un enfant qui fait de l'appétit-goût, c'est toujours périorificiel. Et donc, c'est à travers ces gîtes qu'il y a cette fréquence de surinfection. La surinfection peut apparaître au départ, mais des fois, elle peut survenir dans l'évolution de ses effets secondaires. Il y a un papier qui est sorti qui retrace un petit peu 2 cas cliniques de surinfection un peu spéciales. C'est qu'il y a cette femme de 74 ans, suivie pour adénocarpe pulmonaire, et elle a commencé sa thérapie ciblée. Vu l'éruption papillopustuleuse, on a donné les cyclines pour un but anti-inflammatoire. Ce n'est pas un but anti-infectieux. Parce qu'elle trouvait même dans le traitement préventif l'aminocycline ou la doxycycline, associée à dermocorticoïdes et un antibiotique topique, la clindamycine. L'évolution a été caractérisée par une rechute. D'accord? Et là, deuxième cas, une autre patiente qui
présente cette éruption papillopustuleuse au niveau du cuir chevelu, dont l'évolution se fait vers une alopécie cicatricielle définitive. Cette patiente, elle va malheureusement garder un crâne dégarni parce que le processus a détruit complètement les follicules pileux. Malgré le traitement, on va dire classique, qu'on donne dans ce type d'éruption, il y a eu la récidive. Alors, quand vous avez des patients pour lesquels vous avez démarré un traitement spécifique et ça reprend, il ne faut pas dire oui, c'est l'effet secondaire, pensez à la surinfection. Et l'acte qu'il faut faire, c'est de réaliser une culture, prélèvement avec culture. Et chez ces deux patients, c'était résistant à l'érythromycine et sensible à l'amoxicilline plus protégé. Traitement adapté, bonne évolution, et lors d'une deuxième cure, les deux patientes refaitent la même chose, et pour cela, un traitement d'entretien par du trimethoprim sulfaméthaxazole a été instauré à but préventif. Donc, pour l'éruption papillopustuleuse, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, on parlera de la prévention. Donc déjà, même si vous avez, je vous ai dit, lésion acnéiforme, oubliez ce terme d'acné et traitez la patiente ou le patient, ou bien lui conseiller des soins non irritants, alors que les traitements anti-acnéiques sont irritants. Donc, toujours partir du principe un savon non irritant, hypoallergénique. On préfère très bien les syndettes ou l'huile lavande. On institue une hydratation, mais attention, il ne faut pas qu'elle soit occlusive, car l'occlusion va constituer comme un champ, comme une boîte de pétri pour la pullulation microbienne et donc la surinfection. D'où l'intérêt d'utiliser des crèmes légères, des crèmes hydratantes légères pour éviter ça. On a vu tout à l'heure que les ultraviolets aggravent cette éruption. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit conseiller les patients à se protéger. Protection vestimentaire et protection chimique par des crèmes solaires. Pour les crèmes solaires, il faut toujours indiquer des produits qui ont un SPF. Chez nous au Maroc, on exige le 50+, car le 30+, sous notre climat, n'est pas assez suffisant. Le deuxième élément important dans cette crème solaire, il faut qu'il les protège aussi contre les UVA. Car quand vous voyez le SPF, les crèmes solaires SPF 50+, ça ne protège que UVB, pas l'UVA. Donc, il faudrait qu'il y ait UVA et UVB. On donnera un anti-inflammatoire dans certaines situations avant qu'il y ait l'éruption. Il y a certains auteurs qui préconisent de démarrer un dermocorticoïde, mais attention, il faut qu'il soit faible sur le visage, donc de l'hydrocortisone en crème, et pour éviter, c'est pas pour une action anti-inflammatoire. Je répète, il faut éviter de prescrire des pommades. Les pommades, ils sont occlusifs. Et les pommades occlusives égale surinfection au staph. D'accord? Et des fois, on peut aussi démarrer une antibiothérapie locale, érythromycine aussi. Maintenant, quand on a l'éruption, si l'éruption arrive, tout dépend des grades, c'est des dermocorticoïdes, plus la doxycycline ou bien l'aminocycline à 200 mg jour. Et si on a des formes très étendues, là, il faut mettre aussi une corticothérapie par voie générale, mais de courte durée, entre une semaine en général, à la dose de 0,5 mg kg jour. Aussi dans les grades 3, parce qu'on frôle les complications sévères, on peut discuter de réduire les doses et ne jamais oublier les prélèvements, parce qu'on ne sait pas
à quel moment le patient il est devant une surinfection et non pas des pustules stériles. D'accord? Je répète, lésions papillopustuleuses, vous allez trouver lésions acnéiformes. Non. Et je l'ai mis en rouge, il faut éviter les traitements anti-acnéiques parce qu'ils assèchent, ils sont irritants et ils vont provoquer l'éruption. Donc, on va droit au mur. Donc, évitez tout ce qui est peroxyde de benzol, rétinoïde, adapalène, tous ces produits sont à éviter. Question, femme de 32 ans qui développe une éruption papillopustuleuse. Elle a pris de la doxy, clindamycine et hydrocortisone. Mais ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Switcher doxy vers minocycline ou bien ajouter du peroxyde de benzone ou bien utiliser un dermocorticoïde mais plus fort ou bien réaliser une culture. C plus D. Ça se discute. Moi, je dirais le D. Mais je vais vous dire pourquoi le C, c'est pas, ça ne va pas nous donner plus, parce que la patiente, elle est déjà sous 2 anti-inflammatoires. Anti-inflammatoire local et la minocycline ou la doxycycline par voie orale. Donc, le pouvoir ou l'action anti-inflammatoire, elle est maîtrisée. Maintenant, la persistance de cette éruption pustuleuse, je dois m'inquiéter, réflexe, je dois éliminer la surinfection. D'accord? On va passer à un autre tabou. C'est la paronychie. Un nom barbare, je ne sais pas. Alors, c'est quoi la paronychie? Tout simplement, c'est une inflammation du sillon du tracé péri-inguéal. D'accord? Donc, autour de l'angle, les patients peuvent développer une inflammation. Et là, vous voyez ce bourrelet, ici, là, très inflammé, douloureux, des fois. C'est aussi un problème assez fréquent qui peut persister même après l'arrêt du traitement. Et là aussi, même problématique de la surinfection. Mais au départ, ce n'est que de l'inflammation. Alors, la paronychie peut évoluer parce qu'au fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a un conflit entre l'angle qui est dur et la région péri-inguéale qui est souple, plus au niveau des mains, l'action de porter, de toucher, au niveau des pieds, le traumatisme de la chaussure. Donc, c'est un milieu conflictuel. Et c'est pour ça que le patient développe assez facilement une paronychie qui peut aller à avoir un développement d'un petit bourgeon qu'on voit, par exemple ici, un bien établi, hein, c'est ce qu'on appelle un granulon pyogénique, mais on dit like, il ressemble au granulon pyogénique, car normalement, le granulon pyogénique, c'est une infection. Mais ici, c'est une hyperprolifération réactionnelle, et donc elle est stérile au début. Après, elle peut se surinfecter. Deuxième chose, c'est qu'on peut, avec ce conflit et cette fragilité, c'est que l'angle va s'incarner au niveau de l'orteil. Et donc, ça va créer quand même des complications assez importantes et une qualité de vie. On revient toujours aux patients, ils ont du mal à marcher. Et aussi, on peut voir de façon moins difficile des angles fragiles. On peut voir aussi ces petites hémorragies sous-inguéales, voilà, qui peuvent se voir. Là aussi, hop. Donc c'est des hémorragies, c'est pas de la saleté, c'est du sang, hein, sous la tablette inguéale qui donne cette coloration un peu noirâtre.
Voilà, encore. La prévention. Un patient, il sera candidat. Quand on dit prévention, c'est la consultation avant de démarrer le traitement antitumoral. On doit lui conseiller de voir un podologue. Alors, on sait bien que les moyens diffèrent en fonction des patients, s'ils ont la possibilité à la consultation podologique ou pas. Mais déjà, nous, praticiens, on doit faire attention et examiner les mains et les pieds des malades. S'ils ont déjà une hyperkératose installée, ben déjà, il y a le mal, hein. Il faut l'enlever. Ces plaques dures au niveau des plantes des pieds. Une femme ménopausée, elle a le droit de le faire. Hein. Ça rentre dans le vieillissement, une femme ou un homme. Hein. Bon, ça rentre dans le cadre du vieillissement de la peau. À la ménopause, il y a cette hyperkératose. Donc, il faut examiner les pieds. D'accord? Chose qu'il faut dire et déconseiller aux patients, c'est les soins de manicure pédicure. Bon, pas tout le monde va chez l'esthéticienne, mais on a chez nous, dans notre tête, il y a l'idée de la propreté. Et donc, nous tous, on coupe les ongles à ras. Comme ça, tout est propre. Donc, on coupe l'ongle à ras, surtout au niveau des pieds et même au niveau des mains. Le patient va prendre une thérapie qui va altérer, nous avons vu les effets secondaires qu'il risque de rencontrer. Donc ça accélère, au lieu que ce soit dans un mois ou deux, bon, ça va apparaître rapidement. Donc ne pas couper à ras les ongles, c'est très important. Ça ne coûte pas cher, mais il faut le dire à vos patients. Et puis, les chaussures doivent être larges. Une pointure de plus, c'est toujours la bienvenue chez ces patients. Hydrater. Bon, j'ai mis les vernis réparateurs, mais on peut même hydrater par des crèmes. C'est aussi bien. L'hydratation des pieds est aussi importante. Et je répète, ces hyperkératose, ces callosités plantaires qui peuvent nuire aux patients. Alors, parlons du traitement. Maintenant, une fois la maladie, enfin l'effet s'installe, donc il y a une technique qui n'est pas chère aussi, c'est de mettre l'eau et le vinaigre, moitié-moitié, d'accord? Et le patient va tremper ses pieds et ses mains pendant une quinzaine de minutes. Après, il faut sécher. Attention, il ne faut pas laisser l'eau, il faut bien sécher. Ça permet de stériliser là, et de réduire ces bourrelets inflammatoires, cette paronychie, de façon très importante et pas chère. Quand on a le granulome installé, ben, il faut le réduire. Alors, le nitrate d'argent, c'est un antiseptique, vous le connaissez tous, mais il a cette capacité de réduction. Donc, il va enlever, comme si on va brûler ce bourgeon, et donc, ça permet de bien, sans avoir recours à la chirurgie ou à quoi que ce soit. Une antibiothérapie locale, on doit mettre des dermocorticoïdes. N'ayez pas peur, parce que c'est eux qui vont réduire l'inflammation. Sauf que éviter l'occlusion. Donc d'ailleurs, même les pieds, ils doivent toujours être à l'air. Il faut éviter l'occlusion. Et quand on met des corticoïdes, il ne faut pas choisir les pommades. Il faut choisir les crèmes. D'accord? Donc ça, c'est très important pour éviter la surinfection. Action anti-inflammatoire toujours par la doxycycline. Et dès qu'il y a une suspicion de surinfection, on fait l'analyse, on fait la culture. Alors, des formes quand ça ne répond pas à ces moyens, on va dire de première ligne, on peut proposer des injections intralésionnelles de corticoïdes triamcinolone, on injecte en intralésionnel et ça permet rapidement la rétraction du bourrelet. Ça marche très bien. Il faut que ça soit fait
de façon stérile, bien sûr, pour éviter la surinfection, et ça marche de façon rapide. Alors, il y a d'autres thérapeutiques, à savoir le laser, ou le laser CO2, bien sûr, et l'électrocoagulation. On va passer à un troisième élément, que ça aussi, vous le connaissez très bien. C'est le syndrome, c'est la réaction main-pied. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? C'est dur, c'est jaunâtre, c'est que de la kératine, c'est une hyperkératose plantaire et aussi palmaire. Ça apparaît aussi au cours du premier mois du début de traitement. Et il y a des éléments clés, parce qu'on va voir tout à l'heure comment on peut un petit peu faire la part des choses. Vous allez voir que ce n'est pas toujours la même chose. Il faut savoir que cette réaction se fait toujours au point de pression, au site des traumatismes. Et elle s'accompagne de signes fonctionnels, de paresthésie, brûlure et intolérance à la chaleur. C'est une hyperkératose jaunâtre entourée d'un liseré érythémateux. Vous allez le voir sur d'autres photos. Des fois, on peut voir s'installer des bulles ou des squames, et la teinte est bilatérale et symétrique, et c'est assez souvent les pieds, et on comprend pourquoi, parce qu'il y a la pression du corps. Voilà. Là, ça commence au début par juste un érythème. Et vous allez remarquer que ici, la peau, elle est claire, normale, et là, c'est rouge. Donc là, déjà, ça se prépare. Le patient ne viendra jamais vous voir à ce stade-là. Mais c'est juste pour vous montrer le processus d'apparition. Après, l'inflammatoire va rester en périphérie et l'hyperkératose s'installe au centre. Voilà, ici, vous voyez ce liseré inflammatoire qui entoure les callosités, et remarquez toujours l'avant-pied, là où il y a la pression, et le talon. Là, c'est quelqu'un qui avait développé des bulles, et après la résolution avec une desquamation post-bulleuse. Alors, encore, regardons ces trois pieds. En fait, ce sont trois patients. Ils prennent des traitements anticancéreux et ils développent des problèmes au niveau des pieds. Est-ce qu'il s'agit de la même chose? Non, parce que sinon on ne va pas les mettre ensemble. Au fait, ce sont des réactions plantaires à des médicaments différents. Ici, on a les taxanes. Ça donne comme lésion, et ça c'est important, c'est une éruption érythémateuse et maculopapuleuse. Avec les anthracyclines, on a l'œdème et l'érythème. Ici, c'est le dos du pied, c'est la région dorsale. Avec les anthracyclines et les antimétaboliques, c'est la plante du pied. Et la réaction main-pied, c'est aussi la plante du pied. Et on a les callosités au site de pression. Ici, on n'a pas au niveau des sites de pression. Donc, vous voyez, la sémiologie clinique, la topographie, elle nous indique une différence, et qui dit différence, il y aura aussi une différence de prise en charge par la suite. Donc, la même chose, alors pour les mains, c'est toujours avec les taxanes, c'est le dos des mains, le tendon d'Achille et les malléoles. Les altérations inguinales, c'est une chute ici de l'angle, et les deux, c'est ici, c'est une hyperkératose inguinale ou une hémorragie sus-inguinale. Alors, comment prévenir? Donc, le podologue va dépister un problème de positionnement du pied, par exemple, mal alignement, une hyperkératose ou des dermatoses préexistantes. Il faut mettre des chaussures adaptées, des gants et chaussettes épaisses. Il faut éviter les frictions et la pression dans la mesure du possible. Et là aussi, en pensant toujours à la qualité de vie de nos patients,
c'est facile de leur dire évitez de toucher enfin, je ne sais pas, de bouger la chaise, la table. Là, vous allez le bloquer. Si vous lui dites évitez, 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 il ne va rien faire. Et à ce moment, il va dire pourquoi je vis. Hein? C'est pour subir un traitement et ne pas vivre. Ça met en question. Donc, accompagner, faciliter. Il y a des choses qu'on peut éviter et d'autres, mais restons toujours modérés. L'hygiène, je vous ai dit, attention au pH. Alors, il y a une notion qui est assez fréquemment, on dit « Ah, moi, je n'utilise que le savon de Marseille. » Ça veut dire que je suis bien. Ah ben, il faut savoir que le savon de Marseille, quoique on n'a pas le vrai savon au Maroc, enfin, il y a quelques marques qui le commercialisent, mais c'est un savon à pH alcalin. La peau, elle a un pH acide. Donc, on utilise le savon de Marseille en croyant faire du bien. Au fait, on va perturber le pH de notre surface cutanée et ça va aboutir à beaucoup de choses. En premier lieu, la sécheresse. D'accord? Donc, gardez le pH de la peau. Il faut toujours suivre la nature. Il ne faut pas aller à l'opposé. Donc, l'hydratation aussi. Donc, l'hygiène, on a des produits qui sont adaptés. On évite tout ce qui est savon qui mousse, parce qu'il y a des tensioactifs, ça assèche. Et l'hydratation à basse durée est aussi importante. Le traitement, c'est de l'inflammation. On a vu que ça commence par un érythème. Après, c'est l'hyperkératose. Donc, l'inflammation, je vais l'attaquer par un dermocorticoïde puissant. Regardez ici, je mis pommade. Tout à l'heure, dans la paronychie, je vous ai dit, pas la pommade, évitez l'occlusion, parce que c'est une zone conflictuelle entre le dur, qui est la tablette inguéale, et le sillon péri-inguéal. Donc là, le risque d'infection est très important. Alors que ici, on est sur la plante du pied, donc on est loin. On peut, au contraire, l'occlusion va permettre d'absorber rapidement, et c'est pour ça la pommade, elle est bleue. Il faut réduire l'épaississement par l'urée 30 à 50% ou alors de la vaseline salicylée entre 10 à 30%. Si le patient développe des bulles, et là, il faut démarrer un antibiotique local, érythromycine ou l'acide fusidique. Question 3. Consultation podologique chez les patients sous thérapie ciblée permet de prévenir les fissures, la réaction main-pied, syndrome main-pied et paronychie. Alors, si vous avez saisi les 3 pieds, qu'est-ce qu'elle permet de prévenir? Non. Alors, on a dit la réaction main-pied, site de pression. Quand on dit site de pression, on a un patient qui a un problème de malposition du pied, donc il a déjà un problème qui va accélérer. Par contre, un syndrome main-pied, indépendamment, même s'il ne marche pas, s'il va le faire, il va le faire. Donc il n'y a pas ce facteur mécanique, il n'y a pas ce facteur d'irrégularité anatomique qui joue. Le syndrome main-pied va arriver. Par exemple, avec les taxanes, il va s'installer. Alors que la réaction main-pied, il faut toujours une base précédente pour favoriser. Donc, c'est la réaction main-pied. Alors, autre effet secondaire, c'est les néoplasies, que ce soit bénigne ou maligne. Eh bien oui, vous traitez un cancer, mais on peut faire apparaître d'autres. D'où l'intérêt, alors, d'autres tumeurs bénignes, telles que les kératoses actiniques, les carcinomes épidermoïdes, spinocellulaires, la poussée des névus ou des névis, et les kératoses séboriques ou alors les verrues. Ici, vous avez, je vais aller rapidement, c'est des kératoacanthomes multiples. Ce sont des tumeurs bénignes, on discutait sur le plan nosologique, mais le traitement consiste à une chirurgie. La même chose, des kératoacanthomes, ce sont des papules centrées par un cratère.
qu'on voit ce cratère aussi sur le plan anapathe avec de la kératine, rempli de kératine. Carcinome épidermoïde multiple, donc le traitement étant l'exérèse. Si on le laisse, il peut être très invasif. Et là, on voit aussi des kératoses actiniques. Les traitements. On peut, pour les tumeurs bénignes, proposer la cryothérapie, traitée par le froid. La photothérapie dynamique, on utilise un produit qui va se fixer sur les cellules tumorales, et donc il va réagir, et en présence d'une lumière rouge, ça permet de détruire de façon spécifique et sélective les cellules atypiques et garder la peau normale intacte, enfin les cellules normales. Alors, les 5-fluorouracil, les Fudix, ou alors les Niquimodes, l'Aldara, pour traiter ces tumeurs. L'apparition des névus multiples est là. Je ne me suis pas privée, je sais que Najib va rigoler, mais c'est mon dada. C'est le monitoring des névus. Parce que quand vous avez un patient sous traitement et vous voyez chez lui une apparition, une éclosion de névus, donc là, le risque d'apparition de mélanome est très élevé. Et donc l'intérêt, c'est de l'adresser chez un dermatologue pour faire une dermoscopie de tous ces grains de beauté. Et bien sûr, la photoprotection, ça va de soi. La phototoxicité, qu'elle soit allergique ou phototoxique, peut se voir. Et donc là, le rôle, bien sûr, il y a une réaction photoallergique, ça c'est récemment rapporté par les tyrosine kinase inhibiteurs. Vous voyez cette belle démarcation, je dis belle façon de parler, mais qui traduit le rôle du soleil dans l'apparition de cet érythème. Et donc le traitement, c'est facile, photoprotection. Et là, vous avez les crèmes et vous avez les moyens physiques. Un autre point, quand vous prescrivez ces produits, il faut faire attention aux médicaments photosensibilisants. Parce que si, par exemple, je donne des fluoroquinolones, moi je sais que les fluoroquinolones, en interaction avec le soleil, peuvent eux-mêmes induire une réaction photoallergique ou phototoxique. Donc là, il faut faire attention pour tout simplement ne pas retenir cette réaction aux dépens du traitement que vous vous proposez, hein, alors que c'est l'antibiotique qui a fait ça. Hein, et vous préservez votre arme thérapeutique pour le patient. Les modifications capillaires, c'est l'hypertrichose. Vous voyez cette chute des cheveux qui est d'allure androgénitique. En fait, c'est un effluvium télogène qui repousse généralement. Alors, l'hypertrichose, vous la voyez aussi même sur le visage. Et l'hypertrichose ciliaire, ça veut dire que vous avez des cils, enfin, le patient va avoir, là, j'ai une patiente avec, chronologiquement, vous voyez ces cils qui s'allongent, et ça constitue, là aussi, un conflit qui va entraîner l'apparition des complications oculaires. Les troubles pigmentaires aussi peuvent se voir, qu'ils soient hypo- ou hyperpigmentation. Certes, essentiellement, on les voit au niveau des poils. Et donc ici, vous voyez, là, le cycle. Ici, il y a la cure. Là, il y a le repos. Ici, la cure. Là, il y a le repos. C'est vraiment organisé, bien programmé avec le traitement que vous proposez. Mais là, on ne fait pas chose, c'est des constatations. Des cas un peu rares, un peu exceptionnels. Par exemple, chez cette patiente, elle a développé une réaction main-pied. Et par la suite, elle développe des nodules sous-cutanés, très douloureux, au niveau des jambes et aussi au niveau des bras. Alors, ça a été biopsié et c'était en faveur d'une paniculite granulomateuse. Parlons rapidement des immunomodulateurs. Donc là, on peut avoir de l'eczéma et dans ce cas, il faut traiter par toujours des dermocorticoïdes, mais aussi des émollients. Très important, les émollients.
Et dans les formes diffuses, c'est la voie orale, corticothérapie par voie orale. Faites attention, eczéma égale c'est pas une psoriasis, car sur le plan thérapeutique, quand c'est localisé, on va dire c'est à peu près la même chose. Mais pour les formes diffuses, ici j'ai besoin de rétinoïdes. Et la corticothérapie par voie orale va vous aggraver le patient. Donc la nécessité de bien poser le diagnostic clinique. La sécheresse, c'est avec tous les produits, avec des degrés variables, on peut voir. Et quand vous voyez les fissures chez les patients, ne dites pas les fissures, c'est un effet secondaire. Les fissures, ça fait partie de la sécheresse. Donc, quand vous allez traiter, il faut traiter tout. Et parlons du traitement. Alors, surtout pour les fissures, évitez de mettre les corticoïdes sur les fissures. Car les dermocorticoïdes, ils sont antiprolifératifs. Donc, ils vont vous creuser les fissures. Ils vont aggraver. Il faut hydrater, réparer par des émollients. Et les corticoïdes, c'est sur l'émollient pour éviter cette pénétration. Des cas de plus en plus rapportés de maladies auto-immunes, de dermatose bulleuse auto-immune. Et donc pour ces pemphigoïdes bulleuses, il était question toujours d'arrêter le traitement. Le vitiligo peut apparaître et pour nous, pour le mélanome, quand un patient développe le vitiligo, il est content parce qu'on le dit que c'est un signe de bonne réponse. Le prurite, j'insiste, avant le traitement que vous connaissez, il faut éliminer les dermatoses prurigineuses. Et enfin, je termine par ce tableau qui englobe ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter, des choses que j'ai déjà dites. Ce qu'il faut éviter, bien sûr, les savons ordinaires, les lotions alcooliques, les déodorants, le gommage pour l'hygiène, favoriser les gels nettoyants sur gras, la douche courte et l'eau tiède. Prévenir les coups de soleil, photoprotection, éviter de s'exposer sans photoprotection. Les angles, l'hydratation pour la prévention. Il faut éviter aussi les bains chauds, couper les angles courts et les techniques d'esthétique. Les traumatismes, toujours favoriser des chaussures larges, des gants de protection, si travail manuel, et éviter les chaussures serrées, réduire le bricolage manuel, l'eau chaude ou très froide. Je vous remercie.